Madame, Messieurs, surtout les jeunes, à ce numéro de Stop Covid-19, aujourd'hui consacré sur la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et les adolescents en République démocratique du Congo, surtout en cette période de confinement. Et notre invité est le président de MAJ, Benjamin Saboué. Bienvenue à vous. Merci, madame. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement d'action pour les jeunes? Le mouvement d'action des jeunes, ou MAJ en sigle, est une branche des adolescents et jeunes de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable, ABFND en sigle. Et ABF est une organisation de la société civile, membre à part entière de la Fédération internationale pour la planification familiale et qui œuvre dans la promotion des droits sexuels et avec un accent particulier sur la planification familiale. Si c'est ce que fait l'ABF et que vous êtes une particule, un diminutif de l'ABF en tant que jeune, ça veut dire que vous faites la même chose, mais spécifiquement sur les jeunes. Exactement, madame. Et concrètement sur le terrain, comment ça se fait? Sur le terrain, ce que nous faisons, ce que nous donnons l'information, la vraie information aux jeunes et adolescents sur la sexualité. La vraie information sur les VIH, comment prévenir le VIH. Comment se prévenir de conséquences de rapports sexuels non protégés? Quelles sont les différentes méthodes contraceptives qu'on peut utiliser pour se protéger? Ça, c'est des informations que nous donnons parce qu'il s'est avéré qu'à cause du manque d'informations, beaucoup de jeunes se livrent parfois dans des pratiques sexuelles risquées et qui les amènent à beaucoup de conséquences. Nous donnons aussi des services de santé sexuelle et reproductive, tels les services de contraception. Il y a différentes méthodes contraceptives qu'on peut conseiller aux jeunes. Donc, c'est un peu ça ce que nous faisons. Avec tout ce paquet que vous mettez à la disposition des jeunes, on se rend compte que pour vous, la sexualité, ok, mais sexualité avec risque, non. Donc, une bonne forme d'encouragement à la sexualité précoce. Non, ce n'est pas une forme d'encouragement à la sexualité précoce. Qu'on le veuille ou non, les jeunes et les adolescents font le sexe dans la clandestinité. La communauté ne veut pas regarder les choses en face. Elle est restée figée dans ses traditions, dans sa culture, dans ses coutumes, alors que la réalité sur terrain, elle est tout autre. Les jeunes font de rapports sexuels. Et comme c'est dans la clandestinité, tout simplement parce qu'ils sont stigmatisés, marginalisés, ils le font sans se protéger. Parce qu'un jeune qui ne veut pas qu'on sache qu'il a fait, par exemple, ne peut pas aller solliciter de services. Donc, c'est une forme de protéger ces adolescents. Les dernières enquêtes qui ont été menées, par exemple, EDES, qui a été réalisée en 2013 et 2014, ces enquêtes ont révélé qu'il y a beaucoup de grossesses non désirées, beaucoup d'infections sexuellement transmissibles, un VIH qui sévissent dans cette tranche d'âge. Alors que la communauté ne reste que figée sur ses traditions et coutumes, négligeant cette tranche d'âge. C'est comme ça que nous, on se dit, alors il faut réveiller la conscience de la communauté. Cette tranche d'âge constitue 32% de la population, d'où c'est important, surtout aussi par rapport au développement du pays. Mais alors, la question est, quand vous parlez de ces tranches d'âge, est-ce que vous vous référez aux chiffres selon l'OMS, l'UNICEF, ou c'est spécifique au Congo, où les gens ne grandissent jamais, ils sont enfants éternellement? Non, quand je parle de ça, je me réfère aux différentes enquêtes qui ont été réalisées. J'ai parlé ici de l'enquête EDES qui a été réalisée en 2013 et 2014. Monsieur le président de MAJ, c'est quoi le besoin des jeunes en santé sexuelle en temps normal? Ouais, en fait, les jeunes ont beaucoup de besoins. Du point de vue santé sexuelle et reproductive, d'abord, les besoins des informations vraies. Les jeunes ont besoin des informations vraies sur la sexualité sans risque, sur la prévention du VIH-Sida, sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, les informations sur les différentes méthodes contraceptives qui existent et comment les utiliser pour se protéger. Et puis, à part le besoin d'information, les jeunes ont aussi besoin d'accéder aux services de santé sexuelle et reproductive. C'est par exemple les services de contraception. Les jeunes ont besoin d'y accéder. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi ce besoin de prévenir les violences sexuelles. Et il y a aussi ce besoin de prévenir les abus et exploitations sexuelles.
Ça, c'est aussi des besoins des jeunes. Ils sont jeunes, normalement, ils ne sont pas autorisés à passer à ces pratiques selon les parents, selon la communauté, même si vous vous soutenez qu'ils le font déjà de façon précoce et même de façon assez permanente, mais la société continue à faire fi de cela. Comment vous faites pour entrer en contact avec ces jeunes, les servir en cette matière, alors qu'il y a aussi les parents qui, simultanément, pourraient avoir les mêmes besoins? En fait, je voudrais dire que la communauté ne voudrait pas regarder la réalité en face. Les jeunes font des rapports sexuels dans la clandestinité. Ça, c'est la réalité sur terrain. Mais les conséquences parfois sont des visus, ce n'est plus forcément de la clandestinité. En fait, les différentes enquêtes qui ont été réalisées dans ce secteur ont révélé que beaucoup de cas de grossesse non désirée, d'infections sexuellement transmissibles, de VIH, sévissent dans cette tranche d'âge. C'est même une preuve que la sexualité s'est faite à outrance parmi les jeunes. D'où ça a éveillé en nous cet instinct de regarder un peu sur ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour avoir une sexualité épanouie. Les jeunes, pour vous, en quel âge? Les adolescents, en quel âge? Quand on parle d'un adolescent, c'est un jeune de 10 à 19 ans. Et quand on parle d'un jeune, c'est de 19 à 24 ans. C'est quoi les défis dans ce contexte? Les défis dans le contexte du coronavirus ou dans le contexte normal? Normal. Dans le contexte normal, les défis que nous rencontrons dans ce secteur, c'est d'abord la faible couverture des services devant prendre en charge les adolescents et les jeunes. En fait, quand vous regardez le nombre de jeunes, je vous ai donné les statistiques, quand vous regardez le nombre de jeunes qui ont besoin de bénéficier de services, et quand vous regardez le nombre de prestataires, le nombre de centres de santé adaptés, le nombre des espaces de jeunes, vous sentez qu'il y a vraiment un déséquilibre dans la balance demande-offre. Ça, c'est un défi énorme. L'autre défi, c'est que nous, activistes, nous devons en fait, jouer sur l'appropriation des jeunes, c'est-à-dire faire adhérer les jeunes aux méthodes contraceptives, parce qu'il y en a qui se fient encore et qui sont hésitants. Donc, nous devons les faire adhérer à ces méthodes afin qu'ils soient convaincus qu'on peut mener sa sexualité sans risque. Avant de revenir sur les méthodes contraceptives auxquelles vous voulez amener les jeunes, mais d'abord, vous parlez des défis tout à l'heure. C'est quoi l'incidence ou l'impact avec la pandémie de l'heure? Oui, en fait, il faut reconnaître que la pandémie à coronavirus qui sévit actuellement dans notre pays depuis un bon bout de temps a un impact négatif sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes parce qu'elle impose un nouveau mode de vie, les confinements, l'état d'urgence et toutes les autres mesures qui ont été prises pour limiter la propagation de ce virus font que, primo, on a une difficulté pour les jeunes à accéder aux services de santé sexuelle et reproductive. Tout simplement parce qu'à cause du confinement, à cause de l'état d'urgence, restriction des attroupements et tout, les prestataires ne sont pas en mesure d'assurer l'offre des services. De plus, les cliniques de planification familiale et les différents espaces de jeunes où vont ces derniers s'approvisionner en préservatifs et en autres méthodes contraceptives sont soit fermés, soit en service minimum. Ce qui fait que les adolescents, pendant cette période, se voient obligés de contracter des rapports sexuels non protégés. De plus, je voudrais ajouter que... Sont-ils obligés, ces jeunes, ces adolescents, alors que déjà ce n'est pas admis? Le sont-ils obligés? Est-ce que dans vos sensibilisations, en temps normal, il n'est pas possible de leur dire à un moment d'arrêter ou peut-être de surseoir? Mais ils reviendront parce qu'ils avaient déjà amorcé, ok, mais ils peuvent quand même se rattraper. Quelle obligation y a? Merci beaucoup. Je voudrais finir et puis je reviens sur votre question. Je disais que les hôtels sont fonctionnels. De plus, la nuit, les jeunes transforment les rues les plus renfermées de leur coin en hôtel. Oui, donc, ils font des rapports sexuels non protégés. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que les jeunes sont protégés? Les adolescents, sont-ils protégés à avoir des relations sexuelles alors qu'ils ne sont pas autorisés? Ils ne sont pas autorisés, voilà. Donc ils peuvent arrêter. Oui. Au lieu de leur couvrir de toutes les protections. Je voudrais tout simplement
dire ici que l'adolescence est une période très, très vulnérable dans l'évolution de la vie. C'est au cours de l'adolescence que différentes transformations corporelles, physiques et même psychologiques interviennent et ces différentes transformations apportent beaucoup de changements. Des changements dans le jeune, sur le plan sexuel par exemple, c'est à l'adolescence que les jeunes vont ressentir pour la première fois les sensations et les plaisirs sexuels, sans oublier qu'à l'adolescence, les jeunes agissent parfois sans mesurer les conséquences de ce qu'ils font. Donc il y a une sorte de comportement exploratoire. Les jeunes veulent s'affirmer, veulent se confirmer, alors il se dit « j'ai grandi, je peux aussi faire les rapports sexuels ». Donc c'est tout ça, la libido qui intervient avec l'âge, le comportement exploratoire qui caractérise l'adolescence, tout ça font que les jeunes, ils y vont malgré le refus de la communauté. Et or, dans ce contexte-ci, vous, les prestataires, vous avez du mal à entrer en contact avec les jeunes et vice-versa, c'est un réel problème. C'est vraiment un réel problème. D'ailleurs, toujours dans l'impact de la pandémie à coronavirus sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, je voulais soulever un autre point, c'est l'augmentation du taux de mariage précoce ou forcé de jeunes filles. Ça, c'est vraiment un impact que la pandémie va laisser. Pourquoi? Parce qu'avec la récession économique due à la crise à coronavirus, il y en a qui ont perdu de l'emploi. Je vois par exemple les manœuvres. Vous parlez des parents. De parents, oui. Les manœuvres, toutes ces personnes qui n'avaient pas de contrat formel ont perdu l'emploi, plus de rémunération. Parfois, ils sont obligés de recourir au mariage précoce ou même forcé de leurs filles, de leurs adolescentes. Avec des dots alors exorbitantes exactement. Pour survivre. Du coup, ça augmente le taux de mariage précoce ou forcé des jeunes filles. L'autre conséquence, toujours, l'impact de la pandémie sur la santé sexuelle des jeunes, c'est la déscolarisation. Il y a deux types de déscolarisation que j'ai toujours définis. D'abord, la déscolarisation temporaire due pendant ces moments de confinement. Ouais. Les établissements à temps scolaire et universitaires sont fermés. Et pendant ces temps, les adolescentes passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. Or, il a été démontré que la plupart de rendez-vous sexuels se planifient sur les réseaux sociaux. Donc, en passant plus de temps sur les réseaux sociaux, les jeunes adolescentes s'exposent à des prédateurs sexuels en ligne. Et donc, il y a une très forte susceptibilité de contracter de rapports sexuels pendant cette période, dans un contexte où, comme je viens de le dire, les services de contraception ne sont quasiment pas offerts. Donc, vous voyez que ça nous amène à des rapports sexuels non protégés, qui découlent à plusieurs conséquences qu'on a évoquées ici. Grossesse non désirée, infection sexuellement transmissible, etc. Toujours dans cette rubrique, je voudrais quand même dire qu'il y a, avec la pandémie, il y a la diminution des financements des activités en direction des jeunes par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'avec la pandémie, le secteur de santé a tendance à réaffecter les ressources des autres secteurs pour lutter contre la pandémie. Il y a urgence. Il y a urgence. Ce qui fait que déjà, ces financements étaient maigres à l'état normal. Avec la pandémie, ces financements seront diminués. Ça aggrave encore la vulnérabilité des adolescents et jeunes sur le plan de la santé sexuelle et reproductive. Le financement de l'État jusqu'ici était à peu près, bon, peut-être pas à quelle hauteur, mais servait à quoi? Bon, les financements du gouvernement dans les activités des jeunes, en fait, c'est les financements des programmes des jeunes. Au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, il y a plusieurs programmes des adolescents et jeunes. Alors, les gouvernements financent les activités en direction des jeunes à partir de ces programmes des jeunes. Donc, c'est un peu ça. Tout à l'heure, vous parliez de la déscolarisation, alors que l'école a été rendue gratuite, mais vous craignez quand même la déscolarisation permanente, plus temporaire, après le déconfinement. Mais est-ce que ce problème de la sexualité des jeunes ne devrait pas être aussi résolu en grande partie par la bonne éducation? C'est même là qu'on aurait retrouvé la sexualité complète, même au niveau de l'école. Là, vous soulevez encore la bonne question. Mais avant de revenir sur l'éducation sexuelle complète, je voudrais d'abord remonter sur la gratuité de l'enseignement. C'est vrai, l'école est gratuite. Mais
Premièrement, déjà, tous les adolescents et jeunes n'étudient pas dans les écoles gratuites. Il y en a qui sont dans des écoles privées. Deuxièmement, même si l'école est gratuite, l'enfant doit manger, l'enfant doit avoir l'argent pour payer son transport. Et pour cela, il faut que l'enfant ait un tutel qui le prend en charge. D'ailleurs, dans la déscolarisation définitive dont j'ai parlé tout récemment, je voudrais souligner qu'avec la perte ou les pertes en vies humaines que cause la pandémie, certaines adolescentes se verront être orphelines, parfois obligées de se prendre en charge et prendre en charge leurs petits frères et petites sœurs de 2, 3, 4, 5 ans. Du coup, ils peuvent, non seulement, elles ne pourront plus rentrer à l'école après la pandémie parce que leurs tutelles ne sont plus, mais elles peuvent se voir exercer ce que moi j'appelle le sexe de survie, c'est-à-dire exercer le sexe comme monnaie d'échange. Tu donnes le sexe, on te donne l'argent. Une pratique à déconseiller. Alors, la plupart de ces rendez-vous sexuels, c'est sans protection. Ça expose ces jeunes filles. Ça les expose à beaucoup de choses. Elles peuvent même être victimes de violences sexuelles, victimes des exploitations sexuelles. Donc, c'est... Voilà. Les jeunes filles prendraient des rendez-vous, finalement, elles s'exposeraient à l'exploitation sexuelle. N'est-ce pas paradoxal? Non, ce n'est pas paradoxal. Les exploitations sexuelles, c'est-à-dire, quand quelqu'un est vulnérable, supposons, elle est là, elle n'a pas mangé depuis le matin, depuis hier, depuis il y a 3 jours, un bourreau sexuel lui présente 500 francs. Peut-être que la fille n'a vraiment pas envie d'avoir de relations sexuelles, mais elle se trouve dans une condition où elle doit céder malgré elle. Donc, c'est une forme d'exploitation de cette jeune fille. Revenons sur l'éducation sexuelle complète. Je pensais que ça pouvait pallier tout à l'heure. Exactement. L'éducation sexuelle complète, c'est une option pour pallier le manque d'informations des adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Cependant, dans notre pays, cette éducation sexuelle complète n'a jamais été intégrée dans le système éducationnel. Ce qui existe maintenant, c'est l'éducation à la vie, à ce que je sache. Et ces cours d'éducation à la vie, à mon avis, c'est un cours vide. Je l'ai eu, mais je n'ai pas vu son importance. Pour moi, je pense qu'il est mieux que l'on remplace le cours d'éducation sexuelle complète avec tous les aspects qui y sont... le cours d'éducation à la vie? Oui, au cours d'éducation à la vie. Comme ça, dès l'école, l'adolescente est informée sur les petites choses capitales de comment se protéger, c'est quoi la sexualité, comment est-ce qu'il faut mener sa sexualité, comment éviter ceci, cela. Et puis, ça nous évite, ça va même diminuer les taux de grossesse non désirée et toutes ces choses. C'est le cas au Bénin. Au Bénin, ils ont déjà intégré les cours d'éducation sexuelle complète, mais bon, comme on a maintes fois cherché un rendez-vous avec certaines de nos autorités pour faire le plaidoyer. Donc nous continuons, nous n'allons pas nous fatiguer. Mais il semble qu'au ministère de l'EPST, ce cours est introduit, mais c'est peut-être faute des personnes qualifiées ou recyclées parmi le personnel enseignant qui justement fait qu'on ne soit pas très avancé. Parce qu'on a vu à Kinkole, par exemple, une école où on apprend... On enseigne cette matière aux élèves et le préfet dira que ça fait suite au programme scolaire. Oui, ça, au fait, quand on dit intégration de l'éducation sexuelle complète dans les curricula scolaires, ça veut dire qu'on doit commencer par former les enseignants qui sont censés former les jeunes en éducation sexuelle complète. Vous n'allez pas trouver quelqu'un comme ça, assis, il ne connaît rien de l'éducation sexuelle complète. Et vous lui dites, voilà, monsieur, le cours a été intégré dans les cursus. Non. Il y a des étapes. Mais ça n'a jamais été fait dans notre pays. Vous pouviez peut-être aider aussi bénévolement, tel que vous le faites déjà, peut-être à assurer la mise à niveau des enseignants. Sinon, on aurait besoin de 2, 3, 4 personnes dans chaque classe pour enseigner. Il y aurait aussi un problème de coût. Oui. Ça, c'est vrai. Nous, en tant que société civile, activistes, nous pouvons bien nous disponibiliser. Nous faisons déjà du bénévolat depuis bien longtemps. Mais il faudrait d'abord que le gouvernement prenne des initiatives. Parce qu'à ce jour, je ne sais pas s'il y a vraiment
un arrêté du ministre de l'EPSP ou une décision comme ça qui introduit vraiment ces cours dans les cursus scolaires, je ne sais pas. Mais nous sommes en train de faire les plaidoyers pour que cette intégration soit effective et réelle. C'est très bénéfique pour nos jeunes, pour nos adolescents. En quoi cette éducation sexuelle influe sur l'école, le rendement? Bon, l'éducation sexuelle complète, c'est en fait pour essayer d'informer les gens. Je vous ai parlé tantôt quand j'ai parlé de besoins des adolescents et jeunes. J'ai parlé de l'information. Information sur la sexualité sans risque, sur les méthodes contraceptives, comment se protéger contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles. Alors, ces cours vont évidemment informer les jeunes. C'est déjà un besoin qui sera satisfait. Et puis, nous autres activistes... Et ça ne jouera pas forcément sur leur rendement à l'école. Bon, pas sur leur rendement à l'école, mais sur leur rendement dans la communauté. Parce que, par exemple, quand une fille qui est à l'école tombe enceinte, parfois obligée d'arrêter l'école, c'est la communauté qui en pâtit. La famille, ce n'est plus l'école. En temps normal, vous organisez des focus group, des rencontres, mais même via les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui empêche vraiment, pendant cette période, qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir peut-être intensifier pour capitaliser au moins ce qui fonctionne? Parce qu'on a vu qu'avec les médias sociaux, surtout les réseaux sociaux, on a quand même su toucher une large partie de la population, ne serait-ce que pour sensibiliser. Peut-être que vous aussi, dommage, vous auriez fait autant, le temps que vous retrouviez physiquement les jeunes et les adolescents. Ce n'est pas dommage, madame. Vous m'avez juste arraché les mots. Ouais. J'étais en train d'y venir. En fait, quand la pandémie s'est installée, nous avons réfléchi dans notre mouvement sur comment maintenir les services, parce que le besoin y est et reste permanent. Alors, on s'est dit, comme nous ne savons pas descendre sur le terrain, comme d'habitude, sensibiliser les jeunes, nous allons, intensifier les sensibilisations en ligne, en utilisant toutes les plateformes, ce que nous faisons déjà. Deuxièmement, nous devons intensifier les sensibilisations sur les radios télévisées, comme je suis en train de le faire maintenant. Donc, parce qu'on s'est dit que le jeune qui est confiné, s'il n'est pas sur son téléphone, il est peut-être sur sa télévision. Donc, et puis, nous avons décidé d'intensifier des sensibilisations de proximité. Dans le quartier, par exemple, les jeunes de mon coin, je peux les sensibiliser. Et nous avons aussi, dans le cadre de l'offre de services, mis un service minimum à notre espace des jeunes, espace des jeunes mages qui se trouve à la clinique Bongisa Libota au croisement des avenues Kasavubu et Sandoa au numéro 57. Il y a un service minimum, un jeune qui est toujours là pour recevoir les jeunes et leur offrir les méthodes contraceptives. Mais aussi, nous avons décidé de créer des points de distribution communautaire. C'est-à-dire que moi, j'habite Ngaliema. Dans mon coin, par exemple, je prends un petit stock de intrants, de différentes méthodes contraceptives, j'apporte, et puis je distribue aux jeunes de mon coin qui sont nécessiteux. C'est des stratégies que nous avons mises en place pour essayer de répondre à l'impact que la pandémie influe sur la... Et qu'est-ce que ça donne? Ça réduit tant soit peu vos inquiétudes? Oui, ça réduit tant soit peu parce que déjà, ça nous permet de toujours donner l'information et aussi d'offrir les services, mais il faut dire que c'est limité parce que même si on doit faire des sensibilisations, il y a parfois les jeunes ne sont pas très attirés à ce qui semble être scientifique ou ils sont attirés par des futilités sur les réseaux sociaux, par des futilités. Quand ils voient quelque chose de futile, il est là très intéressé, mais quand il voit quelque chose de comme ça, bon, il s'est dit, ah bah. Donc c'est quand même limité ici, que la descente sur terrain. Ah, donc la descente sur terrain aurait été un peu plus efficace que Exactement. ce que vous faites en ligne, hein, quoi. Ouais. Bah, maintenant, ces jeunes qui sont confinés à la maison avec des problèmes que nous évoquions à l'instant, est-ce qu'ils ont aussi le courage, parfois lors de vos échanges, certains en ligne, d'exposer aussi leurs problèmes, des menaces, des viols et tout ça, des incarcérations, avec toute la promiscuité qu'il y a? Oui, il y a des jeunes filles courageuses. Par exemple, dernièrement, nous avons mené une discussion en ligne sur Twitter, Twitter et sur WhatsApp.
il y a des jeunes qui se confient, pas en public, par exemple dans un groupe, mais ils identifient l'administrateur et puis ils viennent inbox, ils vous disent que voilà, moi ceci, moi cela, et puis vous essayez de donner des orientations. Donc on ne peut pas révéler, c'est des choses que les jeunes nous disent. Donc on essaie de donner des orientations et de suivre pour voir comment ça évolue. Mais bon, avec les confinements et tout, c'est pas toujours facile. Ah, c'est pas toujours facile. Vous attendez à quoi après le confinement? Ah, moi j'ai peur. Moi j'ai peur parce que après le confinement, nous risquons d'assister à une augmentation en flèche des taux de grossesse non désirée dans la tranche d'âge des jeunes et des adolescents, à une augmentation du taux de VIH-Sida dans cette tranche d'âge, à une augmentation des infections sexuellement transmissibles. C'est pourquoi il faut que des mesures idoines soient prises à tous les niveaux pour essayer de diminuer l'impact. C'est quoi ces mesures idoines en plein confinement pendant la pandémie? Bon, en fait, les mesures idoines, c'est des mesures qui devraient normalement être prises à tous les niveaux. Par exemple, au niveau du gouvernement, à mon avis, les gouvernements devraient mettre à la disposition des établissements scolaires et universitaires des dispositifs de cours en ligne, par exemple. Ça aurait On est en train d'essayer de le faire avec les primaires et les secondaires. Oui. Encore faut-il qu'ils comprennent ou qu'ils aient de l'électricité et de la connexion. Tout ça, c'est les défis. Mais quand je dis que les gouvernements devraient mettre à disposition les dispositifs, c'est intégrer aussi l'aspect électricité, l'aspect disponibilité de la connexion. Donc, devraient tenir compte de tout ça pour mettre à la disposition des écoles ces dispositifs pour occuper les jeunes. Mais aussi, j'exhorte le gouvernement d'accentuer les efforts d'identification des jeunes adolescentes orphelines qui ont perdu leurs parents pendant cette période en vue de leur accompagnement parce qu'à mon avis, elles sont très vulnérables. Et elles n'auront que leur sexe comme monnaie d'échange. Oui, hein, ça fait partie des options, ça c'est clair. Et puis l'autre aspect maintenant, c'est au niveau du gouvernement toujours. Bon, je sais que notre gouvernement n'a pas assez de fonds, mais ça c'est l'idéal. Ça c'est l'idéal. Ouais. Le gouvernement devrait apporter une assistance financière aux familles à faible revenu, par exemple, pour éviter que ces familles recourent au mariage précoce de leurs filles pour survivre. Voilà. Vous voyez, par exemple. Et au niveau de la société civile ou des organisations de la société civile, comme ABEF, par exemple, j'exhorte que toutes ces organisations ne baissent pas le bras, qu'elles continuent à élaborer des stratégies qui peuvent leur permettre, que dis-je, nous permettre de maintenir l'offre de services pendant cette période. Parce que les jeunes, ils font la sexualité. Maintenir l'offre de services, ça veut dire concrètement que vous récillonnez, aller dans des avenues, des parcelles, voilà, en distribuer. Est-ce que vos enfants sont là? Voici pour vous, papa, au revoir. Non, madame, c'est pas ça. En fait, les stratégies, il y a beaucoup de stratégies. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on peut tout simplement en sensibilisant sur les réseaux sociaux, en ligne, comme on vient de dire aux jeunes que voilà, si vous avez par exemple besoin de préservatifs ou des autres méthodes contraceptives, notre centre des jeunes est ouvert pendant cette période. Et les jeunes qui se sentent dans le besoin, ils vont. Mais aussi, par exemple, comme je l'ai dit, les points de prestations communautaires, j'ai expliqué que moi, par exemple, je suis en Galiema, je peux, dans mon coin, distribuer les méthodes contraceptives et l'information. Je peux, par exemple, informer aux proches, je dis, voilà, chez moi ici, si vous avez besoin, par exemple, pour se protéger, venez, il y a les préservatifs, par exemple. Ça, c'est des petites stratégies comme ça qu'on peut élaborer pour maintenir tant soit peu l'offre des services pendant cette période. Votre dernier mot, tout en rappelant les coordonnées, vos différentes plateformes pour contact et pour des entretiens. Mon dernier mot, d'abord à l'intention des adolescents et jeunes qui me suivent, c'est que le coronavirus est réel et tue dans notre pays. Observez toutes les mesures barrières telles qu'édictées par l'OMS et les ministères de la Santé, de grâce, abstinence sexuelle pendant cette période parce qu'on ne connaît pas l'état de santé du point de vue Covid de votre partenaire.
Et puis la promiscuité sexuelle qui existe pendant cet acte peut faire en sorte que l'un contamine l'autre ou l'autre attrape. Donc, ça c'est vraiment un message que je voulais lancer aux jeunes. Aux organisations de la société civile, élaborons des stratégies, mobilisons-nous encore plus que jamais, davantage, pour contrer, si pas annuler, mais réduire l'impact que la pandémie à coronavirus exerce sur la santé sexuelle des adolescents. Nous sommes le mouvement d'action des jeunes. Nous sommes dans l'enceinte du PNMLS. C'est là que, dans le bâtiment là, du PNMLS, en face de l'IPC, c'est là qu'il y a ABEF. Vous avez besoin des informations. Vous avez besoin d'adhérer. Nous sommes disponibles. C'est simple d'adhérer. Vous pouvez nous contacter pour toute information au 081 69 44 130. Je vous dis merci. Benjamin Saboué, nous vous remercions. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Madame, messieurs, surtout les jeunes, c'est ici qu'on marque un stop à notre stop Covid. Stopper aussi les mauvaises pratiques, n'est-ce pas? À très vite. Au revoir.